Charline Vanhoenacker, c'est le niveau choupi de la blague politique. Sophie Aram, c'est pas drôle. Dieudonné, c'est quand même formidable. Dieudonné, il fait quand même, il doit sa traversée du désert à un sketch qui était moins pire que le nazi sans prépuce de Guillaume Meurice. Et à partir de là, Manuel Valls lance une fatwa contre Dieudonné. Ah oui, Abou Mélenchon. Oh, putain, Sophie Aram, c'est à chier. Mais il n'est pas seul, Emmanuel Macron. C'est quelqu'un qui joue dans l'équipe en face. Et donc, il a fait un boulot formidable en flinguant ce pays. Il a eu un prix du Global Citizen remis par Larry Fink, le patron de BlackRock, en marge d'un sommet de l'ONU. C'est un des meilleurs joueurs de l'équipe globaliste. On voit bien qu'il y a une guerre contre les peuples quand on a Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, qui a été exfiltrée du gouvernement allemand sur des faits de corruption, avec McKinsey quand elle était ministre des Armées. Toutes ces instances qui nous parlent de valeurs, de démocratie, etc., sont antidémocratiques. Et après, on nous parle de climat, d'impact carbone, mais faire venir du GNL des États-Unis, pardon, il n'y a rien qui va en fait. 16 milliards qui partent comme ça, hop, à l'Union européenne, pour financer des startups en Estonie, par exemple. Est-ce qu'on a demandé aux Français s'ils étaient d'accord ? Oui, en 2005. Ils ont dit, oh non, faudrait pas. Ah, ta gueule. Nicolas Sarkozy. Voilà, Nicolas Sarkozy. On salue. En face, on a affaire à des dictatures qui veuillent absolument envahir l'Europe, diminuer notre démocratie. Enfin, des Nathalie Loiseau, il y en a plein là-bas. C'est... Ouais. Et avec ce côté missionnaire, c'est-à-dire vraiment, ils y croient. L'Union européenne, c'est pas un truc affreux qui est en train de foutre en l'air le bien vivre dans plein de nations européennes. Non, c'est vraiment quelque chose qui est là pour des valeurs. Et d'ailleurs, il le rappelle souvent. Roland Lescure, le ministre de l'économie actuel, expliquait quand même que sur une émission de télé, ouais, mais c'est dingue, les Américains, ils votent Trump parce qu'ils pensent pouvoir d'achat, ils pensent à l'industrie. Enfin, ils ont aucune valeur, ces gens-là. Mais oui, et c'est ça. Mais non, c'est tout simplement, ce sont des... Oui, ce sont des rednecks. Alors, si tu veux rigoler, quand tu vas à la Commission européenne, j'appelle ça l'étoile noire, c'est un peuple affreux qui est en plein cœur des quartiers européens. Je me permets une parenthèse, vous avez une culture pop qui m'étonne à chaque fois. Moi, Incroyable. j'ai de tout. Fan de Star Wars, comme Gabriel Attal. Ouais, oui. J'aime beaucoup moins les récents, non, de Star Wars historique, mais non, tous les films de genre aussi, les films d'horreur et tout, j'adore, ouais. On en reparlera, mais donc l'étoile noire, pour revenir au sujet. L'étoile noire qui est la Commission européenne, et de nuit, c'est vraiment ça, parce qu'elle est éclairée, enfin, c'est affreux. Et donc, quand tu rentres à la Commission, tu as plusieurs étages, et en fonction des étages, la moquette change de couleur, comme ça, tu sais où t'es. Parce que sinon, tu sais pas. Et c'est des couloirs qui font des kilomètres, et après, tu as toutes les DG autour, et c'est pareil. Et c'est des immeubles qui n'ont aucune âme. T'as une autoroute à 4 voies qui passe au milieu, avec le rond-point Schumann derrière, etc. Et c'est un quartier qui fait peur, hein. En vrai, et là, tu vois la force de la technocratie. Tout ça fait dans les années 80-90, donc une architecture très datée. Et avec alors l'épaisseur de moquette et la couleur, c'est ça qui fait que tu te repères à peu près. Et le plus drôle, c'est le Parlement européen, parce que le Parlement européen, c'est tellement mal foutu que tu sais jamais où tu vas. Et quand tu as plein de nouveaux députés européens qui arrivent, ils sont paumés. Et personne ne leur dit où aller. C'est une belle métaphore pour les peuples européens. C'est génial. Et donc, il serait toujours on demande, mais au fait, alors c'est par là. Et alors, t'as plein de gens qui essayent de trouver où c'est pour retrouver la salle Enfin, c'est génial. Voilà, c'est assez drôle. C'est un bordel monstre à l'image. C'est un bordel monstre. Et moi, ce qui me choque, c'est de voir le pognon que ça coûte pour faire des lois toutes plus folles les unes que les autres. Dernière en date, la directive sur le découvert bancaire. Mais là, on est en train de massacrer des cheptels entiers pour les bovins. C'est une directive européenne, là encore, qui impose le massacre. Hein. Et là, on est quasiment sur du massacre rituel. Hein. On voit bien que le but de l'Europe, c'est de faire en sorte que ce continent soit globalisé et qu'on ne soit pas indépendant. Est-ce qu'il y a une guerre contre les peuples ? Évidemment, il y a un livre qui porte ce nom-là, et on voit bien qu'il y a une guerre contre les peuples quand on a Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, qui a été exfiltrée du gouvernement allemand sur des faits de corruption, avec McKinsey quand elle était ministre des Armées, et qu'elle n'a jamais été élue à ce poste-là. Elle est validée par le Parlement européen, mais il n'y a pas d'élection. Elle est choisie. C'est exactement comme la Banque centrale européenne. Enfin, toutes ces instances qui nous parlent de valeurs, de démocratie, etc., sont antidémocratiques. Sont des gens qui sont nommés par un entre-soi,
une caste avec, on prend en compte la nationalité, ce qu'elle a fait avant, le parti, la couleur du parti, et donc il faut faire un petit jeu comme ça de chaise musicale pour mettre un tel là, etc. Et c'est extrêmement dangereux. Et quand vous êtes vous voyez ces éleveurs dans le sud-ouest en larmes parce qu'ils sont obligés de massacrer des bêtes qui sont malades sur une maladie non mortelle, ni pour l'humain, ni pour la bête. Et là, on doit massacrer les troupeaux sur 10 kilomètres pour la dermatose bovine parce que c'est une directive européenne. Mais est-ce qu'à un moment, on va enfin se lever et dire stop? Parce que vous êtes en train de massacrer filière par filière ce qui pouvait faire chaque pays indépendant, souverain, et puis même après, le vrai problème, la souveraineté européenne, parce qu'en réalité, aujourd'hui, l'Europe, elle est vendue aux États-Unis et à la Chine. Dans toutes les solutions qui sont prises, on n'a pas les filières, on n'est pas prêt, et donc alors on se coupe du gaz russe pour nos valeurs, mais on va être totalement dépendant du gaz américain. Et après, on nous parle de climat, d'impact carbone, mais faire venir du GNL des États-Unis, pardon, il n'y a rien qui va en fait. Et personne n'est là pour rappeler quotidiennement le non-sens en fait dans lequel on est, l'absurdité et la malfaisance aussi des choix qui sont faits. D'où la guerre contre les peuples. Mais si, il y a le monde moderne. Oui, mais on n'est pas. Je veux dire, on est loin d'avoir l'audience de France Inter qui va t'expliquer que sans l'Europe, la France n'a aucune chance dans le monde, etc. Ouais. Ces épisodes me rappellent la séquence CETA, la séquence Mercosur. J'ai l'impression de revivre à chaque fois. Toujours pareil. La même. Avec la chose qui est la plus énervante, en fait, c'est de voir les petits bonhommes du jeu politique français qui font semblant d'avoir des postures et qui savent très bien qu'ils ne peuvent rien faire dans le cadre des traités européens. Il faut sortir complètement de... Il faut trouver un moyen de détricoter. Alors, certains vont dire le Frexit, ça coûterait trop cher. Effectivement, vu qu'on est pris dans l'euro, organiser un Frexit, ça se prépare, c'est compliqué et ça va coûter cher, c'est vrai. C'est pas quelque chose qui va se faire facilement. Maintenant, la question, c'est la désobéissance. C'est de dire, écoutez, nous, on ne paiera pas de trucs. On va arrêter de payer aussi. Vous vous rendez compte qu'on est contributeur net, c'est-à-dire qu'on paye plus que ce qu'on reçoit à l'Europe. Et là, on cherche des milliards. C'est 16 milliards qui partent comme ça. Hop, à l'Union européenne pour financer des startups en Estonie, par exemple. OK. Est-ce qu'on a demandé aux Français s'ils étaient d'accord? Oui, en 2005. Ils ont dit oh non, faudrait pas. Ah, ta gueule. Nicolas Sarkozy. Voilà, Nicolas Sarkozy. On salue, il a des tractions là. C'est ça, où il se prépare une salade de thon, ou alors peut-être il fait son ménage à cette heure-ci. Peut-être qu'il fait il nettoyage, c'est faire son ménage et cuisiner. C'est vrai que c'est pas bien. Et puis après, il s'occupe de lui, il écrit son nouveau livre. Non, certainement, oui. Ah, bordel. Non, mais voilà. Et d'où, à quel moment, Nicolas Sarkozy a défendu les intérêts français en vendant le stock d'or aux Américains à un prix d'amis, en revenant sur le vote de 2005, en réintégrant le commandement de l'OTAN. Enfin bref, la trahison, elle est à tous les étages. Pourtant, vous avez couvert la manifestation qu'il y avait devant son domicile pour le soutenir. C'est génial. Mais là, en fait, il faut comprendre que Nicolas Sarkozy, c'est une rockstar. C'est au-delà du politique. Là, on a affaire à Johnny. Fan. Ouais, c'est Johnny. C'est vraiment, les gens aiment Nicolas Sarkozy parce qu'il est Nicolas Sarkozy. Ouais. Parce qu'il y a Carla, parce qu'il parle vrai, Qu'est-ce que... Et donc, il a un capital sympathie énorme et il a une vraie fanbase. Non, mais vraiment, c'est un truc, c'est au-delà du politique, vraiment. On est sur une rockstar. Ah ouais. C'est un peu avant Louis Sarkozy, quoi. C'est l'influenceur avant Louis Sarkozy. C'est ça, je pense que c'est le premier aussi qui a joué à fond sur la carte des paparazzades. Oui, c'est hyper. Ségolène Royal et lui, sur la campagne de 2007, c'était vraiment le moment où la France switch avec Sarkozy qui va faire Paris Match, Gala, etc. Toute la presse people, Mimi Marchand qui était à la manœuvre. Ouais. Et donc la mise en scène comme ça... ultra américaine de Sarko l'américain. Complètement. D'ailleurs, il s'en cachait pas. C'est le premier qui a emmené le pays sur ce rail-là. Mais ces gens-là ne voient pas le... Ou alors c'est simplement une solidarité de caste, finalement. Non, parce que il y avait tout. Il y en avait qui pleuraient. Mais c'est pas grave. Il va revenir. Il va sortir dans un mois, puis il va écrire un nouveau livre. Il va être bien, le nouveau livre. Oui, c'est vrai. C'est pas grave. Et non, ils étaient très premier degré, tous ces gens-là. Parce qu'ils l'aiment. Voilà, c'est de l'amour. Ils pourraient le mettre en candidat anti-système. Un retour de Nicolas Sarkozy. Oui, il pourrait être le dernier recours. C'est compliqué. Celui qui a... La France s'effondre. Mais regardez... le retour... purgatoire...
le retour de l'homme providentiel. Mais là, pour eux, mais non, pour l'ensemble des Français, quand même, est revenu globalement de Nicolas Sarkozy. Mais la fanbase, non, elle est fan à fond. Et dès qu'il y a un livre, ils font la queue pour le faire dédicacer. Enfin, ils sont là partout. C'est un peu le même amour que suscite le couple Balkany dans sa ville. Alors, peut-être que pour leur défense, ils ont un bilan. Bon. C'est énorme dette, le bilan. Oui. C'est comme Macron. Donc, tant que tu peux faire de la dette et que c'est pas toi qui paye, ah oui, c'est bien. Hein. Mais globalement, les habitants là-bas, sur place, sont plutôt satisfaits. Ah, mais c'est très content des Balkany. Ouais. Puis c'est vrai qu'ils étaient présents à tous les marches. Le 2 mètres de personne. Non, mais franchement. Vous verrez des louches. Ah, mais vraiment, c'est le b.a.-ba du politique. Il faut être là. Il faut s'intéresser aux gens. Il faut leur serrer la main, se rappeler de leur prénom. Dire, votre maman, ça va. Ouais. Un peu comme Louis Sarkozy à Menton. Mais ça va marcher. Vous croyez que ça... D'ailleurs, je suis un peu déçu parce que j'attendais la candidature Poulain 2026 à Menton. Mais j'y ai pensé, mais alors il faut un local là-bas. C'est pas à côté de chez moi quand même. Je peux faire campagne à distance pour rigoler en fait. Voilà. Et puis vous avez jamais vécu là-bas. Comme lui. Ouais, parachuter pour parachuter. Tant qu'à faire. C'est vrai que ça pourrait être un bon truc pour la com et d'aller voir après de faire un débat sur la chaîne locale avec Louis. Faire un petit visuel Poulain 2026 à Menton avec des citrons. Oui. D'ailleurs, une fois, j'ai mangé une mangue. C'était à Menton, justement. C'est incroyable. 1 heure après, j'avais encore le goût du fruit dans la bouche. Après une balade à cheval. Une balade à cheval, c'est ça. Non, mais il est formidable. Lui, c'est une caricature de caricature, quoi. C'est-à-dire, là, on a affaire à ce que fait de mieux la société du spectacle, quoi. C'est-à-dire, j'ai regretté pendant un temps les Guignols. Oui. Et alors là, je dois dire que ça va même plus loin. Ce que dit Bruno Gassio, qui est un pote, vous êtes Monsieur Gassio le bienvenu. Je vous ai envoyé une invitation, vous êtes le bienvenu dans le parlerai avec plaisir. Ah, merci. Et il dit à l'époque des Guignols, déjà on écrivait et tout, il y avait un sacré boulot. Puis il dit maintenant avec les réseaux sociaux, en fait, tellement de trucs drôles, en fait, tout le monde trouve les phrases et tout. Ouais. C'est ça qui fait que c'est fou. Et puis on a vu que la satire politique en France fait peur à la classe politique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Moi, je fais toujours le parallèle quand même. Tu te rends compte que France Inter, à l'époque du tribunal des flagrants délires, où tu avais des proches, Louis Rigaud et tous les autres, invitait Jean-Marie Le Pen pour lui en foutre plein la gueule, où Le Pen rigolait. On était sur France Inter, sur une émission comique sans limite. Aujourd'hui, France Inter, c'est Sophie Aram, Marie Saint-Filtre. Bon, elle s'est fait têche parce que c'était quand même très gênant. Voilà, il y a plus de cases d'humour et de satire politique. C'est Charline Vanhoenacker, c'est le niveau choupi de la blague politique. Sophie Aram, c'est pas drôle. Et donc, il y a que Nova, on va dire la dernière, où on a récupéré Pierre-Emmanuel Barré et les meilleurs qui font encore un peu, qui balancent. Ouais. Mais sinon, les Guignols, qui était le dernier grand moment de satire politique grand public, à une heure de grande écoute, où il y avait des millions de Français qui regardaient. C'est 20h. Ouais, c'est le 20h. C'est la dernière fois où on a eu ça. Et toutes les cases en fait de satire et d'humour politique ont été sabordées, et particulièrement par la Macronie qui ne supporte pas la critique, parce qu'à partir du moment où tu rigoles d'eux, tu vois très bien que ça ne tient pas la route une seconde. Ils sont ridicules. Ouais. Leur discours vide de McKinsey, de consultants à 2 balles, où ils enchaînent des mots sans savoir ce que ça veut dire pour dire, vous savez, dans le cadre de la transition écologique européenne, de la part des objectifs que nous avons pour... ça veut rien dire. Et alors, concrètement, tu fais quoi ? Concrètement, tu vas perdre en pouvoir d'achat et tu vas payer plus d'impôts. Super, dis-le. Ouais. C'est insupportable. Et ces gens-là... Darmanin, il y a une scène où il se fait un peu... je crois que c'est Charline Vanhoenacker qui fait une blague sur lui, tu vois, ça va pas loin. Il n'a pas aimé. Il y a une petite note en disant, attendez, je ne viens pas là pour me faire... je suis monsieur le ministre. Gérald Darmanin, quoi. On est dans un système de plus en plus autoritaire. Ah, mais complètement. Et qui a peur de l'humour. Mais les Français ne le sentent pas, ça. Si, je pense qu'ils le sentent. C'est pour ça qu'il y a une ambiance de merde dans ce pays. C'est-à-dire que les gens sont déprimés, les jeunes sont déprimés, sondage après sondage, étude après étude, tu vois. Il y a un problème de santé mentale, les gens sont tristes, ils consomment pas parce qu'ils n'ont pas le moral. Non mais ouais, ils consomment pas parce qu'ils n'ont pas le moral. Ils n'ont pas le moral parce qu'ils n'ont pas de thunes. Mais ils n'ont pas de thunes parce que quoi ? Parce qu'on a une putain de dette. Et tu fais, mais à un moment, en fait, il faut rendre la joie de vivre à ce pays, vraiment. Et c'est quoi l'esprit français ? C'est le non-respect, la satire, c'est la bonne bouffe. C'est aussi le fait de s'engueuler gentiment sans
pense prendre directement des censures, des trucs. Je veux pas aller débattre parce que c'est des gens d'extrême droite, parce que c'est des gens d'extrême gauche, parce que machin. Voilà, il faut revenir à un truc. On est capable d'avoir Pierre Desproges et Jean-Marie Le Pen dans la même pièce sur une radio de grande écoute pour rigoler. Ça ferait du bien à tout le monde. Dieudonné, c'est quand même formidable. Dieudonné, il fait quand même, il doit sa traversée du désert à un sketch qui était moins pire que le Nazi sans prépuce de Guillaume Meurice à l'époque. Fogiel. Et à partir de là, Manuel Valls lance une fatwa contre Dieudonné. Voilà, bien avant Valls. Oui. C'était en 2003 Après, ou c'était vraiment Valls qui a remis. Ah oui, il a fait passer. En disant voilà, c'est insupportable et tout. Et après, Dieudonné rentre dans le truc en disant je vais voir jusqu'où je peux aller. On va vraiment pousser hors limite. Ouais. Et aujourd'hui, c'est scandaleux de voir que les moyens de l'État, la préfecture, envoie des gendarmes pour interdire Dieudonné de faire des spectacles sur des parkings. On en est là, en France, en 2025. Par contre, quand Sophia Aram voit son spectacle menacé parce que quelques associations ne veulent pas qu'une progénocidaire fasse son spectacle, alors là, la LICRA arrive en disant c'est scandaleux, comment cette censure peut être tolérée ? Le bordel, tout le monde le voit, le 2 poids 2 mesures, tout le monde le voit, il y a un vrai problème. Ouais, c'est affligeant, parce que là, on voit les ficelles, quoi. C'est même plus des ficelles, en fait, c'est le fouet, c'est coup de fouet. Tu comprends là, ce que tu as dit, c'est pas bien. Ouais. Ah, mais du coup, je peux pas faire de blagues sur Netanyahou. Non. Par contre, Jean-Luc Mélenchon, oui, c'est bien, vas-y, dis de la merde sur Mélenchon. Ah oui, le Abou Mélenchon. Oh, putain, Sophia Aram, c'est à chier. C'est dur, faut pouvoir. Non, mais ça, Mais vas-y, elle remplit des salles. Derrière, elle remplit des salles républicains, mais oui, il y a plein de. Il y a des gens qui ont. Après, des gens, il y a plein de gens qui n'ont pas d'humour, et pour eux, c'est déjà un truc subversif. Elle parle de zizi. Tu vois, ouais, mais c'est un peu humour gauche. Je sais même pas. Je sais pas d'humour. Non, c'est pareil. Je vois pas ce qu'il y a de drôle en fait. Marie Saint-Filtre, ce qui était drôle, c'était de dire, c'était vraiment nul, c'était ultra gênant, et même tu voyais sur la gueule de Demorand et tout. Tous les mecs en plateau étaient là, genre, le naufrage, putain de ça, le naufrage. Et ça a duré 2 mois. Et l'autre là, enfin Marie Saint-Filtre, c'est pareil, elle fait des zéniths. Tu dis, mais alors, j'espère que c'est pas des zéniths remplis. Ouais. J'espère que les gens n'y vont pas en vrai, quoi. Parce que sinon, c'est calamiteux. Elle a aucun talent. Je sais pas s'ils remplissent autant de salles que ça. Bon, quand on voit Dieudonné sans promo, avec l'État sur son dos, il arrive quand même à faire il remplit. Et je pense que si demain il avait une date dans un Zénith, ça serait rempli dans les 10 minutes. Mais je pense par exemple au cinéma français, on se rend bien compte que on a le quoi le cinéma. Ah oui, Jean-Paul Roux qui va jouer Samuel Paty, ouais. Le cinéma français. Ouais, mais c'est-à-dire qu'ils sont tellement aux abois, ils sont tellement au port, enfin, ils sont en faillite parce que les films qui coûtent des millions. Non, ils sont payés par l'impôt des Français. Il faut voir que c'est le système. Oui, mais c'est les Français qui payent des naufrages, des naufrages économiques. Les naufrages se répètent, ça commence à se voir. Enfin, le coup des 3 mousquetaires version woke, c'était quand même le sommet du ridicule, avec en plus une campagne de promo. C'est tout matin et soir, quoi, sur le bus, à la télé, sur YouTube. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà, donc tu peux y aller. Hein. Et alors, ce que j'adore maintenant, c'est tous ces générateurs de scénarios de films français, tu sais, où c'est toujours la même histoire. Alors, c'est l'histoire d'un migrant qui va devenir chanteur d'opéra parce que tu vois, il passe. Et on en a vu 10 des films comme ça, tu vois. Ok, mais et alors c'est Vincent Lindon. Ah d'accord. Oui. Mais la corde sensible. Un coup c'est Vincent Lindon, un coup c'est Sandrine Kiberlin, tu vois. Il se passe les rôles. C'est pareil. Et après t'as les comédies. Alors pareil, les comédies avec Kev Adams. Tu fais mais d'où sortent les moyens pour faire ça? La dernière sur le débarquement, je sais pas si t'as vu, mais pareil, le film, tu vois la bande-annonce, tu te dis ça va être scandaleux quoi. C'est pas regardable. Et évidemment ça fait un bide. Et ils essayent de refaire la grande vadrouille avec Kev Adams, ça peut pas marcher. Et le plus drôle, ça a été le film qui a carrément été annulé de sortie. Avec Cadmerade. Dans Pape. Mais oui, j'en ai entendu parler. Bon, les gars. Je crois que c'est le producteur qui a dit. C'est vraiment trop de la merde, laisse tomber. Et c'est l'argent du contribuable qui paye. C'est le CNC, c'est nous, le CNC. Ouais, et c'est des gens, alors ça fait vivre des intermittents du spectacle, ça fait vivre des grands acteurs qui ont des putains de cachets. C'est des millions d'euros. Qui après font la leçon morale pour t'expliquer, oui, mais vous comprenez, la culture, celle d'Annie Rempart contre le Front National. C'est des gens qui ont des cachets à 5-6 chiffres. Là, on parle de trucs gravissimes. Et tu fais, ouais, en fait, moi je ne vais plus au cinéma depuis très longtemps, mais c'est... Il n'y a rien qui me fait vraiment envie, quoi. Et Jean-Paul Rouve en Samuel Paty. Super.
Non, mais j'ai gueulé en disant c'est obscène. Enfin, on n'a pas à faire des films sur. On sent qu'ils veulent aller chercher des sujets vraiment de plus en plus graves, justement, pour attirer. Il y avait le Bataclan aussi. Il y a la série sur le Bataclan qui me mettrait mal à l'aise aussi, et pourtant qui est reçue par la critique de manière dithyrambique en disant c'est formidable. Alors, j'ai regardé par curiosité quelques bouts, et effectivement, on retrouve le truc de en thérapie, où voilà, c'est des gens qui parlent à leur psy parce qu'ils ont vécu un moment traumatique. Il y a le moment d'action où tu as le GIGN, ou je ne sais plus quelle unité spéciale, qui charge dans le couloir, etc. Et on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Je trouve que euh, euh, faire qu'on fasse des documentaires, qu'on en parle. Bien sûr, Ouais. oui. Qu'on fasse des séries de fiction, des œuvres de fiction sur ces horreurs qui se sont passées, je pense que ça fait revivre le moment traumatique à beaucoup de gens. Alors ça fait peut-être du bien aux victimes, hein, puisqu'elles ont été associées dans la série, justement. Mais pour moi, je trouve ça assez obscène, en fait, de dire on va en faire un spectacle. Ouais. Voilà. Ouais, c'est Il y a un côté morbide, il y a un côté, on revient en plus à cette ambiance morbide c'est lourd. qui avait été C'est lourd. le 13 novembre. Ouais. Et c'est, voilà, et là, le 13 novembre, c'est là, et ça va être un dégueulis on se rappelle, et machin, et Émotion. fleurs. Peut-être ils essayent de mettre de la solidarité dans une société où on ne peut Oui, alors ils plus expliquent, isolé. c'est ça, c'est la résilience, montrer que la vie est plus forte que machin. Ouais, ok. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Enfin, moi, personnellement, j'en ai pas besoin. Je trouve que ça rajoute encore à plomber l'ambiance et à rappeler que ça s'est passé. Très bien, qu'on commémore, évidemment. Ouais. Qu'on en fasse un spectacle, non. Ouais. Et d'ailleurs, sur ces sujets qui ont fait l'actualité, ils essayent toujours de surfer un petit peu sur ça avec, il me semble qu'il y a un film qui va sortir sur les Gilets jaunes, avec Virginie Efira. Voilà. Non. Si. Donc, Ça, c'est alors là, c'est la branche film social français. voilà. Hein, les Dardennes et tout ça. Donc, on prend un prolo, puis on fait un film. On dit, vous avez vu les prolos? Alors là, c'est Vincent Lindon qui est génial dans le rôle du prolo tout le temps, hein. Il faut rappeler qu'il a C'est ça. été en couple avec quand même une princesse de Monaco et tout. Mais voilà, lui, c'est Monsieur Prolo. Ouais, c'est dégueulasse ce qui se passe et tout. Hop, il passe à France Inter pour qu'on rappelle un peu quand même les conditions du prolo en France. Puis après, on l'oublie, hein, on passe à autre chose. Souvent, c'est des films qui sont assez justes, hein, dans leur dénonciation Dans le de propos, la violence sociale. Et après, c'est un argument de vente. voilà, ça fait un prix à Cannes, voilà, ça fait quel acteur formidable, quelle transformation. Ouais, il incarne parfaitement le pauvre. Incroyable, Christian Clavier, fou, joue Ah ouais. Jacouille. Et au passage, il prend un cachet. Non, mais ça tourne à vide. Mais je crois que c'est un réalisateur américain qui disait d'Hollywood il y a ça quelques années déjà, j'ai oublié son nom, mais un réalisateur de films d'action, qui expliquait qu'à partir du moment où les multinationales ont pris le contrôle des studios, le cinéma est plus devenu une œuvre contestataire. Pourtant, pendant des années, ça a été vraiment un outil de contestation. On peut voir Pasolini, enfin, il y a beaucoup de réalisateurs qui ont utilisé le cinéma pour vraiment faire une œuvre politique. Et depuis plusieurs années, cette dimension politique du cinéma, elle a complètement disparu. Ouais, et puis dans ce marin. Pas complètement, puisqu'il y a encore des cinéastes indépendants, il y a encore du boulot. Ouais. Mais Et sur avec quelle visibilité aussi. Voilà. Est-ce qu'on passe pas à côté de talent De toute façon, oui. Enfin, Ouais. quand on voit c'est l'horreur qui est devenue Disney, enfin, à pas surproduire des Star Wars à la chaîne, des Marvel à la chaîne, on s'en fout plus. Enfin, ça n'a plus aucun sens. En utilisant l'idéologie woke, d'ailleurs, de laquelle ils essaient de se détourner parce que ça a un... Ouais, c'est un coup, ça fait que les gens regardent plus. Donc, ouais, ils disent, il faut quand même qu'on retrouve. Mais le plus drôle par rapport à ça, et c'est pas nouveau l'idéologie woke, c'est Demolition Man. Je crois que c'est le réalisateur Demolition Man justement qui parlait des studios. Non, c'est n'importe quoi. Le pitch de Demolition Man, c'est Stallone en fait qui est congelé dans les années là avec un délinquant, Wesley Snipes. Et donc plutôt que de tuer les gens, à l'époque on les congèle selon une durée de temps et puis après on les décongèle ou pas. Et là, ils sont décongelés très longtemps dans le futur. Et là, toute la société est devenue woke. Et les deux seuls qui sont encore violents, c'est Wesley Snipes et Stallone qui se font après une course-poursuite, tout le film, et qui cassent tout dans une société où, voilà, qui est la nôtre, hein, quasiment. Et ça, c'est 92, 13, je sais pas. Ça anticipait en quelque sorte. Comme Idiocratie, qui a un film sur la bêtise de la société, où le réalisateur explique c'était pas un documentaire, les gars. Hein. C'est la réalité. Hein. Ouvrez les yeux. Quoi. Mais
on arrive quasiment... Il y a du cinéma politique, mais à la marge. Ouais, et puis il faut... ou peut-être même se faire des films un peu plus anciens, mais qui parlent de... qui font ressortir, qui ont été déjà des œuvres d'art à leur époque. On arrive quasiment à la fin de cet entretien, mais il y a quand même une question que je voulais vous poser, à laquelle j'ai plus ou moins la réponse, au sujet de la politique nationale. Que faire face à un chef d'État qui ne veut pas démissionner et pour lequel on ne peut pas faire usage de destitution? Parce qu'a priori, il n'y a que la LFI parmi tous ces... qui lance les procédures de destitution qui... Ouais. Alors, la riposte, c'est de dire que ça n'a aucune chance d'aboutir, etc. N'empêche que si elle était discutée, ça permettrait de montrer, en fait, les scandaleux mandats d'Emmanuel Macron. Et donc, de dire que c'est un vrai scandale. Et peut-être que ça ouvrait les yeux à beaucoup de gens. Oui. Et les médias seraient obligés d'en parler aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a cette procédure qui est remise sur la table et qui est évacuée systématiquement. Parce qu'il ne faut surtout pas faire le bilan de Macron. On le fera quand il sera parti. On l'a déjà fait, on sait, c'est une catastrophe. Il a été payé, je pense, pour flinguer ce pays. Et on ne peut rien faire parce qu'en fait, ce que j'expliquais... Très justement, on voit des articles, Emmanuel Macron, la solitude, il est seul, etc. Mais il n'est pas seul, Emmanuel Macron. C'est quelqu'un qui joue dans l'équipe en face. Il a eu un prix du Global Citizen remis par Larry Fink, le patron de BlackRock, en marge d'un sommet de l'ONU. C'est un des meilleurs joueurs de l'équipe globaliste. C'est un des meilleurs joueurs de la finance internationale. C'est un des meilleurs joueurs de cette équipe-là. Et donc, il a fait un boulot formidable en flinguant ce pays, avec des gens qui sont maintenant déprimés, qui ont des oppositions amorphes, qui ont une économie qui ne va pas s'en mettre. Ça va être très difficile. Là, il fait un sommet de Choose France, spécial France. Alors déjà, il pourrait appeler ça « Choisissez la France », mais ça reste Choose France. Choose France, il faut savoir, c'est le sommet où vous avez l'entreprise américaine Mara qui se positionnait déjà pour acheter Exaion, la filiale d'EDF. Ouais. Déjà à l'époque, en disant on va faire des grandes choses dans le domaine de l'énergie grâce à Emmanuel Macron. Donc en fait, il vend ce pays à la découpe. Il l'a fait avec l'affaire Alstom. On a vu comment ça a été traité. Il y a un magnifique bouquin de feu Olivier Marleix qui a expliqué ce scandale, ce pacte de corruption qui était la vente de Arnaud Montebourg aussi. Arnaud Montebourg en parle aussi très bien. Voilà, ce sont des gens qui étaient députés, qui ont été ministres, qui étaient dans ce système-là. Voilà, les faits sont avérés. On a ces informations. Et on a une classe politique qui ne fait pas son boulot de représenter le peuple français. Quand 90% des Français ne veulent plus voir la gueule ni entendre la parole d'Emmanuel Macron, les représentants des Français devraient, en l'occurrence, faire à peu près la même chose et dire on doit arrêter sa politique. Ce qui se passe un peu à l'Assemblée, où on voit bien que c'est compliqué pour le gouvernement Lecornu, mais c'est encore trop gentil. Il faudrait une opposition de force, de barrage, dire on censurera n'importe quel Premier ministre choisi par Emmanuel Macron jusqu'à son départ. Point. Ouais. Ce serait la seule stratégie possible. Alors on arrive au terme de ce long entretien passionnant, Monsieur Alexis Poulain. Pour finir, un conseil soit de lecture, soit cinéma, soit un personnage qui vous a inspiré dans votre parcours. Petit instant émotion. Ouais, il y a plusieurs. C'est une question vaste parce qu'il y a beaucoup de. Ne dites pas j'ai mangé une mangue. Non. Non, je vais pas vous dire de lire le bouquin sur Napoléon de Louis Sarkozy, non, surtout pas. Non. Il y a beaucoup. En réalité, c'est trouver un peu ce qui peut faire écho au monde dans lequel on vit. Et je trouve que c'est assez drôle de revenir le plus en arrière possible pour comprendre qu'on est... on réinvente rien. Et donc, s'il y a un bouquin dont je parle souvent, c'est Nous autres de Yevgeny Zamyatin, qui était un auteur russe, qui date des années 20, et qui parle de la société totalitaire avant 1984, avant le meilleur des mondes, et on est en 1920. Et déjà, tout est écrit sur cette société du contrôle total et de la façon dont on veut tuer l'émotion chez les humains. Donc, c'est pas nouveau. C'est juste que c'est en fonction des époques, ça va, ça vient, c'est plus ou moins présent, ça va plus ou moins loin dans le contrôle total. Ouais. Et il y a Metropolis aussi, qui est un film de Fritz Lang de 1926, qui est incroyable pour l'époque. Alors évidemment, ça a beaucoup vieilli, mais il faut le voir aussi sur la dénonciation
du cauchemar industriel en fait, et déjà de l'IA en fait, parce que il y a Il anticipe. il anticipe l'IA, et l'égérie de la révolte, c'est une femme robot en fait, qui devient femme et qui voilà, donc Ouais. on est déjà là-dedans. Il faut voir en fait, et c'est pour ça c'est bien de se référer à ces œuvres qui paraissent anachroniques ou totalement dépassées, et qui sont mais d'une actualité incroyable. Bien sûr. Mais Moins connues que 1984 et que ouais, que le meilleur des mondes. Donc voilà, c'est mes deux conseils. c'est ça. Vous avez des œuvres intemporelles en fait qui dénonçaient déjà ce qu'on vit aujourd'hui, mais Non. comme vous le dites assez bien, on n'invente rien et Non. ça a toujours. Et on peut remonter encore plus loin, mais je pense que notre société occidentale, si on la compare à la Rome du 1er siècle, on n'est pas loin en réalité, Ouais. à peu près des mêmes délires, quoi. Macron, c'est Néron quelque part. Je sais même pas si c'est Néron, je pense que c'est pire que ça. Moi, c'est Héliogabale qui a été fini massacré dans les latrines, quoi. Je pense qu'il était... Ah, parce que on va pas aller jusque là, mais On massacre moins maintenant, mais ouais, voilà. enfin, on massacre de manière industrielle. Mais le message, c'est cultivez-vous. Voilà. Voilà, cultivez-vous, soyez curieux et prenez pas ça trop au sérieux. Enfin, ça, le spectacle politique, parce que Ouais. c'est un spectacle, il faut le rappeler. Effectivement. Que vous rappelez tous les jours dans votre matinale. Et oui. Votre matinale exceptionnelle, Le Monde Moderne. Abonnez-vous. Je fais plus de pub pour le long Monde Moderne que pour le long format, dis donc. Ah bah, Après, c'est à vous de faire la pub pour moi. Hein. ouais, je le ferai, bah évidemment. Ouais. Allez. Alexis Poulain, merci infiniment pour cet entretien. Et bah, je vous dis à très bientôt, pourquoi pas, Ah oui, une nouvelle émission. Peut-être qu'on décryptera l'actualité ici ensemble. Bah, je reviens quand tu veux. Merci Alexis. Chers abonnés, merci de nous avoir suivis une nouvelle fois pour cet épisode du long format. Je vous remercie encore et surtout vous demande de vous abonner, de commenter, poser vos questions en commentaire, partager un maximum ces contenus. C'est grâce à vous, vous êtes quelque part nos patrons. Hein. C'est grâce à vous qu'on continue de faire ce travail, d'essayer de vous informer et d'éclairer un petit peu humblement sur ces sujets d'importance. Je vous souhaite de bien vous porter, comme d'habitude, et surtout de faire notre promotion, voilà, et attention à vous, portez-vous bien.